Israël, c'est quasiment l'équivalent de Daesh maintenant. La résistance palestinienne n'a pas attendu le Hamas pour employer la violence armée. Le Hamas a démontré sa supériorité dans la mobilisation populaire. J'ai cherché dans mes archives une citation qui explique la poussée du Hamas par rapport au Fatah. Il dit « L'autorité palestinienne, l'État palestinien, le Fatah, elle a été fabriquée par les Américains et par les Israéliens. Pourquoi ? Pour nous empêcher de résister. Rien d'autre. » Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Phare. Nous recevons aujourd'hui François Burga. Bonjour François Burga. Bonsoir. Vous êtes islamologue. Vous êtes sûr ? Oui, bon, enfin... Non, politologue, je préférerais. Mais je vous dis quand même en un mot pourquoi j'aime pas qu'on me qualifie d'islamologue. Enfin, en deux mots. Le premier, c'est parce que je n'ai pas le savoir qui me permettrait de me présenter comme un docteur de la loi musulmane. C'est en toute modestie. Mais surtout, je suis exaspéré par le discours dominant qui veut que quand on parle du monde musulman, il faut qu'on demande l'avis de quelqu'un qui est un islamologue. Et de façon un petit peu provocante, je dis, mais est-ce que quand on parle d'Israël, vous faites appel à un judéologue ? Or, vous le savez bien, l'ingérence du religieux dans le politique en Israël est à la limite encore plus explicite, beaucoup plus explicite. Israël, c'est quasiment l'équivalent de Daesh maintenant. Donc, je préfère être simplement politologue, manière d'affirmer que pour comprendre le comportement des acteurs politiques dans cette région, il faut connaître le contexte en termes universels, profanes, des inputs qui subissent des pressions de leur histoire, beaucoup plus que des recoins ou des compartiments du dogme qu'ils respectent. Et pour cause, vous connaissez, vous êtes donc politologue, directeur de recherche émérite au CNRS, ainsi qu'à l'IREMAM. Et vous avez consacré l'essentiel de vos travaux à l'étude des dynamiques politiques et des courants islamistes dans le monde arabe. Vous avez passé une grande partie de votre vie dans le monde arabe. Vous parlez la langue arabe. Donc, vous n'êtes pas islamologue, mais vous êtes politologue. Et vous avez beaucoup écrit sur le monde arabe et sur l'islamisme. Vous avez été notamment l'auteur de nombreux ouvrages sur la question de l'islam politique, dont l'islamisme en face, comprendre l'islam politique. Et vous avez récemment dirigé un ouvrage collectif intitulé « Histoire des mobilisations islamistes ». Ouais, allez, on en rajoute deux, ça me fera plaisir. Le premier, l'ouvrage fondateur, c'est un ouvrage qui s'appelle « L'islamisme au Maghreb ». Et je l'aime bien, pourquoi ? Parce qu'il a un sous-titre « La voix du Sud ». C'est le lexique qu'emploient les sociétés du Sud pour s'exprimer vis-à-vis du Nord. J'y tiens beaucoup. Et puis, il y en a un qui est venu après, pour lequel j'ai encore une petite faiblesse. Bon, vous savez, on a toujours une espèce d'autosatisfaction. Mon autosatisfaction, c'est que peu de ce que j'ai écrit n'a pas tenu la distance. Et si vous relisez aujourd'hui l'islamisme à l'heure de l'Al-Qaïda, vous verrez que ça a tenu la route. Donc, justement, on a eu l'occasion de vous relire pour préparer ce podcast et je valide à peu près je valide complètement même ce postulat. Et on vous invite donc aujourd'hui pour parler de la question palestinienne, entre cause islamique, combat anticolonial et emblème du nationalisme arabe. Donc on va essayer de traiter ces trois axes. On va traiter ces trois axes avec vous aujourd'hui. Mais avant de rentrer plus en détail, j'aimerais que vous puissiez nous faire un bref panorama des acteurs de la résistance palestinienne de 1930, disons, jusqu'à la première intifada. Merci d'abord, merci de votre invitation. Vous le savez peut-être, oui, j'imagine que vous le savez, mais c'est pas si facile de s'exprimer publiquement actuellement. Il y a quand même bon, vous savez, l'un des cancers qui ronge la France, c'est la monopolisation des moyens d'expression publics. Alors, vous avez cité, par exemple, vous donnez un petit exemple, vous avez cité un ouvrage collectif qui est paru en 2022, qui s'appelle « Histoire des mobilisations islamiques » de Ranouchi à Bardadi. Eh bien, la semaine dernière, c'est très, très, très récent, l'administrateur de l'IEP d'Aix a annulé un séminaire interne à l'IEP parce que je devais venir y présenter cet ouvrage. Ouvrage qui est juste derrière vous, par ailleurs. Oui, mais bon, voilà, cet ouvrage qui est publié aux éditions du CNRS. Donc, deux chercheurs du CNRS, Thomas Pierret et moi-même, devaient venir présenter à des étudiants de l'IEP. Eh bien, non, risque de trouble à l'ordre public. Voyez ? Et bon, dans une commune de la périphérie
parisienne, ça a été la même chose, présentation de cet ouvrage. Pas à l'assaut Intifada, l'île Gémière. Non, la présentation d'un ouvrage paru au CNRS, la salle est annulée. Et à Marseille, pareil, je me suis exprimé dans une mosquée, j'ai apprécié l'accueil, mais ça veut dire qu'on avait des difficultés à trouver des salles dès lors qu'on abordait une problématique où il y a le mot islam ou islamisme qui n'est pas labellisé islamophobie pure. Bon, En tout cas, ce que je peux vous assurer aujourd'hui, c'est que vous aurez tout l'espace oui, pour en parler. Nous sommes sur donc Internet et là où l'espace d'expression oui, il en est reste libre. heureusement. Il en reste heureusement. Donc vous avez le champ libre. Une petite précaution supplémentaire par réalisme et par modestie. J'ai fait 2 remarques déjà qui n'étaient pas très modestes. Je vais en faire une qui est modeste. La Palestine n'est pas mon champ d'étude principal. Hein, moi, j'ai écrit sur les pays où j'ai longuement résidé, pardon. Et c'est Donc la Syrie, le Liban. Bah, oui, mais bon, j'ai vécu 7 ans en Algérie également. J'ai énormément circulé en Tunisie. Mais bien sûr le Yémen, mais bien sûr l'Égypte, mais bien sûr la Syrie et le Liban. La Palestine, je m'y suis rendu très, très, très régulièrement. La première fois en 1964, excusez du peu, c'est-à-dire à un moment où la Palestine, on atterrissait à l'aéroport de Qalandia. Et l'aéroport de Qalandia, c'était l'aéroport international de la Jordanie. D'accord, en 64. Hein, et c'est en 1967. Bon, mais je ne suis pas, au regard de mes collègues, un spécialiste de la Palestine, mais j'en ai bien sûr une série de strates fines liées au. J'ai dirigé aussi en tant que directeur de l'Institut français du Proche-Orient, nous avions une antenne à Jérusalem. Donc j'étais aussi qualité de directeur de l'IFPO en Palestine. Si je ne me trompe pas, vous avez été aussi à l'origine de l'ouverture de cette antenne. Oui, non oui, oui, voilà. Moi, j'ai ouvert une antenne à Erbil, en Irak, et une antenne à Jérusalem. Mais quand même, je tiens à dire, je parle là un petit peu sur le terrain de mes collègues. Alors, je ne vais pas saluer tous les collègues dont je me suis nourri, mais je voudrais en mentionner 2, ou peut-être 3 au maximum. Un qui n'est pas assez connu, qui n'est pas stricto sensu un collègue académique, mais qui a donné des contributions très importantes, très exactement, sur le sujet de ce soir. C'est Christophe Oberlin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez son nom. Christophe Oberlin, c'est un monsieur qui, pendant, je ne sais plus combien, 10, 15 ans, allait 3 fois par an à Gaza. Hein. Ce n'est pas un homme de sciences sociales, c'est un chirurgien de la main. Et donc, il est devenu ami avec des tas de gens dont, oui, l'identité politique était le Hamas. Donc, quand on lui parle du Hamas, il dit pas théorie politique et tout. Il dit ah oui, moi j'ai bien connu machin. Et d'ailleurs, on allait le vendredi, on allait saluer le curé ah bon, d'accord. Et il démystifie par des données purement factuelles cette espèce d'épouvantable construction médiatique qui nous a conduit tous autant qu'on est, y compris des gens qui ne devraient pas être tombés dans ce piège, à criminaliser le Hamas. Hein. Donc lui, il a écrit une biographie de Sher Yassine, qui est le fondateur du Hamas, en 1987. Et il l'a écrit, alors, il y a 2 sources majeures. Sher Yassine a donné une interview fleuve à Ahmed Mansour. Ahmed Mansour, El Jazeera, un monsieur qui a fait de moi le premier citoyen français à m'exprimer dans l'émission Bila Houdoud, il y a déjà 25 ans de ça, mais lui, il l'a fait parler, je pense, 3 ou 4 heures, donc ça n'avait jamais été traduit, et c'est vraiment extrêmement riche, mais aussi il a interrogé tous les disciples d'Ahmed Yassine. Et donc, il est arrivé à un degré d'intimité, il a même recueilli les tensions internes entre le djihad islamique et le Hamas, sur lesquelles personne ne s'était exprimé. Donc ça, c'est très, très important. Sinon, mon autre maître sur le plan à la fois de la documentation et de la théorie sur le champ politique palestinien, c'est Nicolas Dott-Pouillard. Il faut vraiment, si vous ne trouvez qu'un seul livre, c'est La mosaïque éclatée sur l'histoire du mouvement national palestinien. Tout y est, la proximité intime avec le terrain et l'usage d'une méthodologie rationnelle. Et puis, je voudrais faire ressurgir un individu disparu, bien qu'il soit tout à fait vivant. C'est un monsieur qui s'appelle Jean-François Legrain. Jean-François Legrain, il a disparu, il ne s'exprime plus. Mais si vous le googlez, vous verrez qu'il a un site et qu'il a toute sa carrière. Évidemment, après, on pourrait citer des centaines de personnes. Hein. Quand un étudiant vient me voir et dit « je vais faire ma thèse sur la Palestine », je dis « soyez prudent, soyez prudent. Hein. »
tous les 2 jours, vous allez voir apparaître 300 pages sur la question, la terre entière écrite sur la Palestine. Donc, il n'est pas question de donner une bibliographie, mais disons, je me devais de faire un petit clin d'œil à ces gens-là. Alors, quelles ont été successivement les expressions de la résistance palestinienne depuis les années 30? Je vais vous faire une réponse peu documentée, mais analytique, et j'y tiens beaucoup. La société palestinienne a très banalement employé tous les lexiques politiques qui étaient disponibles à cette époque dans la région. D'accord? La résistance palestinienne n'a pas attendu le Hamas, comme on dit d'un certain côté, pour employer le lexique islamique. La résistance palestinienne n'a pas attendu le Hamas pour employer la violence armée. L'un des correctifs qu'on fait le plus souvent, c'est de rappeler que le président, le leader du FDLP s'appelait Georges. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu une islamité de la résistance armée. Il y a eu le spectre tout entier des acteurs de la société qui pouvaient employer tous les lexiques. Donc après, on va se trouver inévitablement en face d'un phénomène, tiens, la résistance islamique s'est islamisée. Pourquoi? Et ça, c'est ce sujet-là que je vais essayer de clarifier, mais je ne vais pas vous dire des choses extraordinaires. Je vais vous dire non, la société palestinienne, bon, bien sûr, elle a quelques spécificités, parce que l'État palestinien, il n'existait pas. L'État palestinien, il était privé des attributs de la souveraineté sur la société, donc il n'a pas pu s'user au pouvoir, comme les leaders maghrébins, d'accord? Puisqu'il était encore dans une démarche nationaliste. L'islamisme en Palestine, il a l'héritage ou la communication avec les islamistes de 48, ceux qui se sont trouvés enfermés, coupés, Cheikh Raïd, de 48 à 67, complètement coupés. Et puis, bien sûr, il a ce séisme qui va articuler toute l'histoire de la résistance palestinienne. Il a le séisme de la première intifada, mais ce n'est pas celui-là qui est le plus important. Il a le séisme de 1993, les accords d'Oslo. On va y revenir sur les accords d'Oslo. On va y revenir. Ouais, on va y revenir. Mais disons, juste pour terminer l'idée, l'islamité de la résistance palestinienne va venir notamment du fait que l'autorité, l'État palestinien, a posé les armes. Et lui, il n'est plus le représentant de il n'est plus un usager privilégié du lexique islamique. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête comme grande catégorie. Vous l'aviez dit tout à l'heure, il n'y a pas que le Hamas, il y a aussi d'autres groupes. Vous en avez évoqué certains, comme le FPLP, le FDLP, le Fatah. Comment ces groupes ont émergé Si vous voulez remonter au tout début, et là je vais me contredire un petit peu, mais la première manifestation internationale d'aide aux Palestiniens, ce sont les frères musulmans égyptiens qui la mettent en place. 1948, d'accord ? Mais après, vous allez avoir toute une génération qui appartient classiquement, qui adopte les catégories et les concepts de ce qu'on a appelé à tort le nationalisme arabe laïque. C'est ça. Donc vous avez toute une génération du nationalisme arabe laïque qui peut d'autant plus naturellement ouvrir ses portes à des gens qui ne sont pas de confession musulmane. Et puis après, vous allez avoir, convergent avec la première intifada, 1987. Alors, il y a deux racines, il y a le djihad islamique et il y a le Hamas. Il est assez intéressant de les comparer. J'aime bien le faire parce qu'il se trouve que j'ai pu rencontrer à titre personnel le leader du djihad islamique, Fathi Shaqaqi, en 92 à Khartoum. Je n'y suis pour rien, mais c'était quelques mois seulement avant qu'il soit assassiné par le Mossad sur l'île de Malte ou de Chypre. De Chypre, vous m'aiderez, on vérifiera. Tout à fait. Il est assassiné par un commando du Mossad quelques années après. Donc, reprenons le cadre. Les premières expressions de la résistance empruntent déjà indifféremment le lexique du nationalisme arabe laïque ou
le lexique islamique, puisqu'il y a eu une influence des frères musulmans assez vite, mais disons que c'est les mouvements imprégnés du nationalisme arabe laïque qui prennent le devant de la scène. Hein. L'histoire de la résistance palestinienne, c'est jusqu'en 1987, le devant de la scène, c'est les laïcs. Ouais. Mais attention, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'ils ne sont pas en tension idéologique avec les islamistes. Hein. 1987 et 1993, alors là, la mue est très claire. Le Hamas a démontré sa supériorité dans la mobilisation populaire et l'option que prend l'autorité palestinienne d'exister et au prix de poser les armes va accélérer le processus de la montée en puissance du Hamas. Pour bien préciser cette diversité qui nous a complètement échappé, il faut rappeler par exemple qu'il n'y a pas que le Hamas qui a fait le 7 octobre. C'était une des questions qui allait venir, mais on peut l'évoquer tout de suite. Oui, mais c'est très important. On peut y aller tout de suite. C'est très important. C'est toutes les composantes armées du paysage politique qui se sont fédérées. Donc, ce n'est pas la guerre contre le Hamas, c'est la guerre contre la société palestinienne. Mais après, on est obligé de constater que les composantes du mouvement armé qui n'emploient pas explicitement les lexiques de l'appartenance islamique sont moins populaires que les autres. C'est tout. Hein. Mais et moins médiatisés aussi. Mais... Moins médiatisés, moins populaires, moins nombreux. Mais c'est en 1987 que... C'est assez amusant. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais le mot Hamas a sans doute été emprunté au Hezbollah. Parce qu'il y avait une fois Harakat Muqawama, et dit ah bon, et donc ils empruntent ce moment-là. Et bien sûr, une comparaison qui est très importante à faire, c'est la naissance du Hezbollah par rapport à la naissance du Hamas. Parce que là, il y a vraiment un terrain de comparaison très très net. Moi, j'ai eu la chance en 1992, c'était pas encore tellement à la mode, mais d'être reçu par Nasrallah et de lui faire raconter un petit peu les circonstances de la création du Hezbollah. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire la dynamique politique principale au sein de la société libanaise, c'est la résistance à l'agression israélienne. Et il y a un lexique c'est beaucoup plus compliqué au Liban parce qu'il y a un pluralisme confessionnel. Mais le lexique musulman va l'emporter pour exprimer la différence. Pour revenir à quelque chose que vous aviez dit tout à l'heure, quelle est la différence fondamentale entre le Hamas et le djihad islamique ? Alors, bien sûr, toujours, il va y avoir des variables étrangères. Hein. Donc, le djihad a été accusé d'être très proche de Téhéran et le Hamas de l'être moins. Hein. Et puis, on a dit du djihad qu'il était beaucoup plus élitiste. Il n'a pas cherché à cultiver l'ancrage populaire dans chaque centimètre carré de la terre de Palestine. Le Hamas l'est un peu plus. Même beaucoup plus. Bien sûr. Beaucoup plus. Bien sûr. Le Hamas est vraiment dans le terreau, au ras des pâquerettes, s'il y en a à Gaza. Il est dans la mobilisation populaire avec l'action sociale, etc., etc. Alors que le djihad, un petit peu comme Tanzim el-Jihad el-Masri, eh bien, il s'occupait de Nukhba, Doubat, tout ça. Ils n'allaient pas avec Sha'ab. Alors, ça, donc là, on voit les influences aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que Fathi Shaqaqi fonde le djihad islamique, sauf erreur de ma part, en 81, en rentrant du Caire. Hein. Donc, bien sûr, il y a une filiation très, très nette. Mais après, il y a eu une compétition qui n'a jamais été haineuse et violente. Il y a des tensions, des jalousies. Mais disons que le Hamas a très vite affirmé son hégémonie populaire et il est devenu difficile de contester son hégémonie comme il l'a démontré après dans le champ électoral. Hein. Les autres formations n'avaient pas du tout la même superficie que les autres groupes. Sur l'angle des dynamiques, il y a aussi l'analyse anticoloniale qu'on peut faire des mouvements de libération palestiniens. Le Fatah, le FPLP, le FDLP, beaucoup d'acteurs ont marqué une convergence dans cette idée de lutte anticoloniale avec notamment d'autres régimes et notamment le régime algérien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, ce n'est pas beaucoup d'acteurs, c'est tous les acteurs. D'accord. Et effectivement, la référence algérienne a été un modèle réciproquement. Il y a eu des interactions. Donc, c'est très intéressant de rappeler cette proximité
extrême, c'est peut-être la seule qui n'a pas été trahie au jour où on parle. Non, la Tunisie, au niveau Oui, de la l'État, Tunisie, est ouais. restée. Ouais. Bon, mais non, Bourguiba a eu une petite phase de souplesse hein, vis-à-vis de l'État hébreu dans la trajectoire algérienne. Même s'il y a des Marocains qui ont envie de critiquer, non, la trajectoire algérienne est quand même été relativement constante. Pourquoi? Il y a plein de raisons, dont certaines sont peu connues. J'espère que vous savez qu'il y a en Palestine beaucoup d'Algériens. Il y a une grande colonie de descendants de la migration avec l'émir Abdelkader. Hein. L'émir Abdelkader, en 1850, part à Damas, après avoir vécu les geôles ou les résidences surveillées françaises, et des centaines de personnes le suivent. Et bon, Chem et la Palestine, c'est la même chose. Et donc, on va retrouver euh, un grand nombre. Il y a d'ailleurs actuellement un, un jeune chercheur qui s'est rendu célèbre parce que la police est rentrée chez lui à 6 heures du matin l'autre jour, qui fait une thèse sur la colonie algérienne en Palestine. Donc il y a toujours eu une proximité. Donc il y a même un lien filial entre l'Algérie et la Voilà, Palestine. il y a un lien filial qu'on ne connaît pas beaucoup. Ouais. Hein. On connaît la descendance de l'émir Abdelkader en Syrie, mais on ne sait pas beaucoup que non, en Palestine, il y a un grand nombre d'Algériens. Et donc, le FLN a très tôt été un acteur explicite du soutien à la dynamique palestinienne. Et bien sûr, les Palestiniens aiment beaucoup faire référence à la tragédie algérienne et se comparer. Et moi-même, je sais que l'autre jour, je ne sais plus où, peut-être à Istanbul, quelqu'un m'a demandé le 7 octobre, à quelle guerre précédente le comparez-vous? À plutôt la guerre de 73 ou plutôt la guerre de 67? J'ai dit non, madame. Non, parce que là, il y a des acteurs étrangers qui sont complètement différents. Si je veux chercher un épisode historique qui ressemble au 7 et 8 octobre, je vais vous amener en Algérie en 1945. Sétif. Qu'est-ce qui se passe à Sétif? Les colonisés de retour de la Seconde Guerre mondiale, où ils ont vu les droits de chacun, réclament une petite partie des droits que la colonisation leur a confisqués. Ils sont... Il y a un enfant qui brandit un drapeau, il est abattu. Oui. D'accord? Cet épisode va générer chez les colonisés une espèce de contre-violence fugitive et quelques dizaines d'Européens vont être tués. Voilà. 7 octobre. Quelques dizaines, quelques centaines d'Israéliens sont tués. Et derrière, eh bien, les figures sont les mêmes. C'est 30, 35, 40, 45 000 Algériens vont être tués à l'arme lourde avec l'aide de l'aviation. Hein. C'est-à-dire que la révolte du colonisé libère les pulsions les plus barbares de la part du colonisateur. Et là, on est vraiment dans un parallèle dans les dynamiques algériennes et dans les dynamiques palestiniennes. Et bien sûr, les Palestiniens et ceux qui pensent devoir soutenir les Palestiniens ont constamment en référence le fait que ce n'est pas parce que vous avez assassiné El Arbi Ben Midi ou Sinwar que vous avez fait progresser votre cause. Hein. Chaque fois que vous assassinez un membre du mouvement contre lequel vous êtes en lutte, vous en fabriquez 10. Hein. Oui. Et donc, voilà, moi, je pense qu'il est très, très important. C'est le prisme historique qui est le plus éloquent, cette proximité entre la trajectoire algérienne et la trajectoire palestinienne. Il y a eu même une proximité, je veux dire, un appui même matériel de l'Algérie à la formation notamment des combattants du Fatah. Oui, oui, bien sûr. Ils ont séjourné en Algérie également. Oui, il y a eu une coopération militaire. Moi, je sais que j'étais en Algérie pendant la guerre d'octobre 1973. Le pays vibrait au diapason. Tout le monde attendait que des MiG algériens partent combattre sur le front palestinien. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas dans les populations au Maghreb et en Tunisie, mais bien sûr, les élites dirigeantes ont pris des trajectoires complètement différentes, comme on va le voir. Ouais. Ce qui va donner la spécificité du Hamas, c'est qu'il va se retrouver seul sur la ligne de la confrontation, alors qu'un par un, les États arabes vont franchir le pas d'une normalisation plus ou moins complète
avec l'État hébreu. Au-delà de cette question de l'anticolonialisme, la Palestine est aussi devenue très rapidement un emblème du nationalisme arabe. Euh, Comment les autocrates arabes, nationalistes arabes, se sont emparés de cette cause afin de servir à l'époque leurs propres agendas. Et quand je dis autocrates nationalistes, je pense à Nasser, je pense à Assad Père, à Saddam Hussein. C'est une question très, très importante. Bon, c'est pas les plus belles pages de l'histoire du monde arabe, d'accord? Mais la question palestinienne a été immédiatement instrumentalisée comme une espèce d'exutoire à l'incapacité des régimes arabes de satisfaire les attentes nationalistes et anti-impérialistes de leur propre population. La Palestine, allez-y, vous pouvez crier tant que vous voulez, d'accord? Mais moi, les concessions que je fais aux bases américaines, aux trucs, on n'en parle pas. Les concessions que je fais de facto à la trahison du peuple palestinien, on n'en parle pas, mais vous pouvez manifester. Donc oui, ça c'est très très important de le dire. La cause arabe a été très très vite, attention, y compris en Syrie. La situation de la Syrie est complexe, mais petite anecdote là. Mais Allons-y. je vais pas en Syrie. Je vais aller en Syrie, mais on reste sur le même. J'ai dirigé l'IFPO à Damas et nous recevions des intellectuels syriens qui présentaient des productions artistiques qu'ils ne pouvaient pas présenter dans le cadre normal. Et je me souviendrai toujours d'un jour où j'ai perdu quelques cheveux. Il m'en restait encore à l'époque. Le jour où un réalisateur syrien, à la fin de son film, à la fin de la projection de son film dans les locaux de l'Institut français du Proche-Orient, il a dit « Je remercie l'Institut français du Proche-Orient d'être la première institution à m'avoir permis de projeter mon film. » Et moi, j'ai dit « Ah bon, donc demain, on est fermé. » Pourquoi? Parce que dans le film, il y avait la réalité de la résistance très, très, très relative de la Syrie à Israël. Et le film disait, quand ils sont arrivés en 67, si tu avais un vélo, tu montais sur ton vélo, si tu avais un âne, tu montais sur ton âne, si tu avais un camion, tu montais sur ton camion, mais tout le monde, on est tous partis de Quneitra. Donc, il disait, il y a eu zéro résistance, et on sait très bien qu'après, le statut syrien vis-à-vis d'Israël, il était négocié avec Kissinger, et en gros, c'était je vous file le Golan, et vous me laissez un petit peu le sud et la communication avec le Liban. Et donc, tous les dirigeants arabes ont eu une part d'hypocrisie dans leur engagement pro-palestinien, et ils s'en sont servis comme un exutoire à leur incapacité à accepter les revendications nationalistes et anti-impérialistes de leurs propres citoyens. Et ça, c'est très important de le dire. Et vous parliez tout à l'heure des accords d'Oslo, mais la défaite de 67 aussi, est-ce qu'elle sonne pas le glas de ce phénomène et la conversion vers un peu ce qu'on appellerait l'islamisme? Alors ça, c'est central. Hein, c'est central. La défaite de 1967, c'est la perte de crédibilité du lexique arabe nationaliste, du lexique de Nasser. Et là, c'est très, très... Enfin, c'est pas amusant, c'est passionnant de le constater. Moi, je l'ai constaté dans les interviews des leaders nationalistes arabes qui sont devenus islamistes quand ils ont vu la défaite de Nasser. On a compris qu'il y avait un bug, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et donc, je cite souvent, mais c'est amusant, c'est Rached Ranouchi qui dit « C'est ce jour-là que j'ai décidé de me mettre à prier. » Et puis, il ajoute quelque chose qui est très, très éloquent. J'ai constaté que je ne savais pas faire. Rached Ranouchi qui est... Rached Ranouchi dit ça. Et j'ai constaté que je ne savais pas faire. Rached Ranouchi, attention, au début, il écoutait Radio Tirana, il était quand même en symbiose avec le lexique marxiste de la lutte anti-impérialiste. Mais je veux pour rappeler aux personnes qui nous écoutent qui est Rached Ranouchi. Rached Ranouchi, donc il a été le fondateur du mouvement de la tendance islamique qui est devenu Nahda en Tunisie. Il a été président du Parlement. Il a été un peu la démonstration qu'un courant islamiste pouvait s'articuler de façon constructive avec la modernisation politique au sens occidental du terme. Et il est malheureusement maintenant en prison. Dans des circonstances trop complexes pour qu'on puisse les aborder autrement qu'en les condamnant ce soir. Mais disons que je me suis souvent amusé à faire la comparaison entre deux registres d'impact de 1967. Rached Ranouchi disait on s'était dit demain, le 7 juin, demain, on ira se baigner sur les plages de Tel Aviv. Et à des années-lumière, j'interroge un autre responsable
de la mouvance islamiste, et il me dit nous pensions que le lendemain, nous allions sakran, nous allions boire, nous allions Nous enivrer. nous enivrer sur les plages de Tel Aviv. Mais c'est ce même choc qu'ils ont subi. L'échec total, la perte totale de crédibilité du lexique nationaliste arabe, qui va donc démonétiser le lexique de Nasser et inéluctablement ramener les acteurs politiques de la résistance anti-impérialiste et palestinienne vers le lexique de la religion musulmane. Pourquoi ? Parce que le lexique de la religion musulmane a un coefficient en termes identitaires qui accroît son efficacité dans ce mécanisme non pas de rejet, mais de remise à distance de l'univers occidental. Et ça, une autre anecdote qui me paraît très très importante, qui est le témoignage de Taraq el-Bishri, qui est un juriste égyptien pour qui j'ai une grande admiration et qui est très très éloquent, qui est un témoignage éloquent du mécanisme qui va fabriquer le mouvement islamiste, qui explique l'islamisation de la résistance palestinienne. Il dit, vous savez François, tant que nous nous sommes exprimés dans le monde avec les catégories de la culture marxiste, des nationalisations, de l'anti-impérialisme, nous avions toujours des interlocuteurs occidentaux. Ça pouvait être les marxistes, ça pouvait être les chrétiens. À partir du moment où nous avons employé le lexique de notre religion musulmane, nous nous sommes retrouvés totalement seuls. Et il faut comprendre ça. Le lexique de la religion musulmane vous coupe et est perçu comme un point de non-retour par les interlocuteurs occidentaux. Et donc, il a plus de valeur pour quelqu'un qui veut se démarquer de la domination occidentale. Vous parliez tout à l'heure des tenants de l'islam politique, et vous disiez à juste titre qu'ils ont toujours été présents en Palestine. Mais qu'est-ce qui a provoqué l'entrée en lutte armée de ces acteurs islamiques au moment de la première intifada ? Quelle a été la bascule ? Alors là, vraiment, je vous renvoie pour le détail à l'ouvrage de Oberlin sur la biographie d'Ahmed Yassine, jour après jour. Ils ont commencé très, très, très modestement. Alors, ils achetaient des armes à des Israéliens. Les premières armes, elles ne viennent pas ni du... non, elles sont achetées par la corruption. Il faut toujours tenir compte du fait qu'il y a une corruption terrible au sein de l'État hébreu et que donc vous pouvez acheter des armes qui vont peut-être tuer des citoyens israéliens après. Donc, ils commencent par faire des toutes petites opérations. Non, leurs premières actions militaires, l'une des plaies de la résistance palestinienne, c'était les espions, c'était les traîtres, c'était les gens qui dénonçaient. La première opération militaire que tente le Hamas, je ne sais même pas s'il s'appelle encore le Hamas, ils sont tous arrêtés immédiatement parce que l'un de ceux qu'ils avaient recrutés était un mouchard. Ouais. Donc, ils vont faire de toutes petites opérations. La violence apparaît lorsqu'ils vont assassiner des gens considérés comme des espions. Alors, ils ne font pas de publicité. C'est une violence intérieure. Violence intérieure. Ils les assassinent, ils les enterrent, mais ils ne font pas de revendication, rien. Et puis après, alors c'est très amusant. Je pense que c'est Rantissi, un proche d'Ahmed Yassine. Il rentre. Vous savez qu'avant, les Palestiniens avaient le droit d'aller à Jérusalem, circuler dans la Palestine. Le ghetto s'est fermé après. Donc, ils rentraient en voiture. Et puis, il y a des soldats qui font du stop. Et eux, bon, un peu, je ne dis pas que la plaisanterie est très bonne, mais ils laissent les soldats courir, et puis quand ils arrivent, ils redémarrent, et puis ils se moquent un peu des soldats israéliens, bien sûr, qui font du stop, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent et qu'ils leur parlent arabe, et les autres comprennent et tout. Et là, l'idée vient à Rantissi et dit, mais on va enlever des soldats. On va enlever des soldats. Et donc, les toutes premières opérations armées du Hamas, c'est ça. Sont faites sur une blague, du coup ? Sur l'idée, c'est très facile d'enlever un soldat. C'est qu'à ce moment-là, ces modes d'action n'étaient pas intégrés. La première expression armée a été l'enlèvement des soldats, les kidnappings. Certains ont été exécutés, d'autres ont été libérés. Et c'est là qu'ils ont vu, c'est ce qui amène au 7 octobre, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que le kidnapping d'un soldat, évidemment, après on se souvient de Gilad Shalit et de ce que ça a provoqué par la suite. Je suis allé à Gaza, parce que je vais quand même assez fréquemment, mais je suis allé à Gaza en 2019 avec l'association, avec l'ONG britannique qui avait fait libérer Shalit, donc qui était considéré comme respectable par les Israéliens.
et qui était considéré comme acceptable par les Palestiniens, ce qui m'a donné la possibilité de m'exprimer devant 200 membres du personnel religieux de Gaza par l'association de Chalit. Donc l'entrée en activisme armé du Hamas, elle est très, très, très minime, très, très, très prudente. Et elle va échouer complètement au début. Elle va monter lentement, lentement, lentement. Et là, vous pourrez vraiment le retrouver. Je pense que c'est la première fois qu'on a autant de détails que ça dans l'ouvrage de Christophe Oberlin. Parce que, comme vous le disiez, c'est jour par jour, Jour par jour, daté. jour par jour, avec tous ceux qui étaient les... alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Cheikh Yassine, qui a été assassiné par un missile israélien, bien sûr, C'était après un avoir détail été important, détenu, après avoir... Ouais. Mais il avait une caractéristique, il était hémiplégique C'est ça. complètement. Alors, il était hémiplégique, pour lui, il n'avait pas reçu un missile israélien, non, il avait fait des jeux stupides, comme chacun d'entre nous en faisant sur une plage, et il a fait une très très mauvaise chute à l'âge de, je crois, 14 ans, et il est resté complètement hémiplégique, et son hémiplégie mal soignée a été en s'aggravant, et donc à la fin, il n'avait plus du tout, il avait une voix complètement déformée et plus du tout l'usage de ses mains. Ce qui l'a pas empêché d'être emprisonné pendant des années. Mais donc, tous les proches de Ahmed Yassine sont interrogés dans le livre d'Oberlin, et vous voyez très très bien, très lentement, comment s'opère la concurrence et l'affaiblissement entre 87 et 93 du Fatah par rapport au Hamas. Et puis après, vous avez le coup de tonnerre, 93, Oslo. Et là... Oslo, bon. je vous laisse partir sur Oslo. Moi, la question que j'ai sur Oslo, c'est on parle d'erreur stratégique sur les accords d'Oslo. J'aimerais qu'avant, en préambule, vous nous rappeliez, peut-être pour les personnes qui ne savent pas dans le détail quels sont qu'est-ce que les accords d'Oslo, qui sont les gagnants du processus, qui s'y est opposé, qui est devenue l'autorité palestinienne après ça. Alors, on sait depuis les accords d'Oslo que même les Norvégiens ne jouaient pas franc jeu. C'est-à-dire qu'ils trichaient, il y a une chercheuse qui a documenté ça, ils trichaient et ils passaient à la partie israélienne la totalité des conciliabules de la partie palestinienne. Bon, mais moi je ne me permets pas de dire ils ont eu tort ou ils ont eu raison. Jamais, jamais je me substituerais. C'est-à-dire ils ont pris un risque. Si demain les Palestiniens décident de jouer la partition de Nelson Mandela en Afrique du Sud, je dirais bravo, je ne vais jamais me substituer. Donc dire a posteriori ils ont bien fait ou pas bien fait, ce qu'on sait, ce qu'il est possible de dire, c'est qu'aucune des promesses des accords d'Oslo n'ont été tenues. C'est clair, mais ils se sont fait avoir. Voilà. Voilà, c'est évident. Ça a commencé par Gaza, Ariha. Ariha, c'est Jéricho. Jéricho, c'est deux embryons de confettis d'autonomie territoriale, avec un régime extrêmement complexe, les territoires A, les territoires B, les territoires C. Alors il y avait l'autonomie palestinienne réelle, et puis la semi-autonomie, et puis les Israéliens sont quand même là. Et très 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 vite, le véritable moteur de l'action israélienne est apparu. Israël ne veut pas la paix. Israël veut la terre. Israël veut la terre, il ne veut pas la paix. La terre à travers la guerre. Et pour avoir la terre, il lui faut la guerre. Il lui faut un certain coefficient de violence des Palestiniens pour pouvoir justifier qu'ils s'abstraient de toutes les contingences du droit international. Donc, oui, bien sûr, il est absolument évident que Oslo a été un piège pour les Palestiniens. Et Oslo a été une bouffée d'oxygène pour le Hamas. Et donc là, bien sûr, il y a un mécanisme accélérateur. Plus l'autorité palestinienne se discrédite, et je vais en venir, j'ai cherché dans mes archives une citation qui résume ce que, pour ma part, j'ai perçu des raisons qui ont conduit, qui expliquent la poussée du Hamas par rapport au Fatah. De 87 à 93. C'est quelqu'un que je rencontre à côté du tombeau d'Arafat, à Ramallah. Et il me dit la chose suivante, il faut que je le lise, comme ça je reste très proche. Je vous en prie. Il dit, s'ils avaient assassiné Arafat, parce que vous savez qu'il y a une conviction relativement forte au sein des Palestiniens qu'Arafat a été
empoisonné sans doute dans son dentifrice, qu'il a été assassiné par les Israéliens, avec bien sûr la trahison d'un de ses proches palestiniens. S'ils avaient assassiné Arafat avant d'installer Abbas et de lui permettre de tout prendre en main, l'autorité n'aurait pas survécu à son décès. Elle se serait immédiatement effondrée. Et écoutez la suite, c'est là que je veux en venir. L'autorité palestinienne, l'État palestinien, le Fatah, elle a été fabriquée par les Américains et par les Israéliens. Pourquoi? Pour nous empêcher de résister. Rien d'autre. Pour que ce soit des Palestiniens qui nous empêchent de résister. Avant, on montait régulièrement des opérations. On attaquait, on entrait en Israël. Regarde Gaza, un tout petit territoire, complètement étranglé économiquement. Eh bien, Israël a beau l'écraser sous les tonnes de bombes, sous les missiles de tous les côtés, tous les jours, ils ne parviennent pas à en prendre le contrôle. C'est qu'à Gaza, ils fabriquent des roquettes, ils fabriquent des missiles, ils fabriquent des bombes, ils résistent, eux, comme on le faisait, nous, avant. Regarde la garde présidentielle, puisqu'on était à côté de la garde présidentielle, ils ont des kalachnikovs, rien d'autre. Et la conclusion, et pour moi, résume une bonne partie de ce que j'avais envie de vous dire. Moi, j'étais Fatah. J'ai été emprisonné 6 ans en Israël. À ma sortie, j'ai immédiatement rejoint Hamas. Pourquoi? Parce que seul Hamas libérera ce pays. Voilà, tout est dit. Vous avez la dynamique d'islamisation de la résistance palestinienne. Mais, encore une fois, la résistance palestinienne s'est islamisée pour 2 raisons. Parce que toutes les forces politiques de premier plan dans cette région avaient une tendance historique à renouer avec le lexique de la culture qui avait été marginalisée, périphérisée, folklorisée par l'hégémonie occidentale. Et ça traverse absolument tous les terroirs politiques avec des différences, mais c'est la même. Et aussi parce que leur interlocuteur étatique a baissé les bras et a adopté une position qui rendait très, très facile son discrédit. Donc, je crois que c'est ça vraiment le nœud de ce moment-là de l'histoire palestinienne qu'il faut comprendre. J'allais vous demander comment on pouvait expliquer la large victoire du Hamas en 2006 et le désamour envers l'autorité palestinienne, mais vous venez de répondre à la question. Voilà, on vient de répondre et il faut toujours se souvenir que, parce qu'après on me dira, mais la légitimité du Hamas, mais Hamas est un autoritaire, mais et je dis tout le temps, attention, regardez bien les élections étudiantes en Cisjordanie. En Cisjordanie, le Hamas n'a pas à payer le coût de l'exercice du pouvoir et donc de la contrainte. Hein, il a juste son image. Les étudiants de Hamas remportent les élections en Cisjordanie bien après et jusqu'à nos jours. Hein. Donc, parce que le Hamas n'est pas qu'à Gaza. Alors, le Hamas n'est pas qu'à Gaza, mais il est martyrisé dans la Cisjordanie. Attention, il y a eu jusqu'à 1000 prisonniers du Hamas dans les geôles palestiniennes. Hein. Donc, ça, c'est extrêmement important à comprendre. Peut-être qu'on va y venir, mais qu'est-ce qui se passe en 2006 ? Hein. En 2006, justement, j'étais à Gaza. En 2006, on a co-signé avec un monsieur dont il faut signaler le nom quand même, qui s'appelle Alain Grèche. On a co-signé un article qui s'appelait la triple agression ou quelque chose comme ça. Et on a montré... Triple domination. La triple domination, c'est bien. La triple domination qu'a subi le Hamas au moment de sa victoire électorale. Hein. Au moment de sa victoire électorale, Hamas, on arrête ses députés et on les met en tôle. Ça, ce sont les Israéliens. Mais l'autorité palestinienne laisse faire, aide, participe. Mais l'Europe cautionne. Donc c'est une monstrueuse trahison de tout le lexique universel. Justement, cette trahison-là, on la voit aussi aujourd'hui avec l'autorité palestinienne qui réprime aussi la résistance. Mais ça, voilà, c'est structurel. Mais aussi, je peux vous dire, on la voit dans tout le système arabe. Ouais. Qui est-ce qui criminalise les frères musulmans actuellement? Hein? C'est mes tripes d'occidental non musulmans qui a peur devant la résurgence ou les ambitions de la résurgence d'un lexique qui n'est pas celui de ma culture intuitive, d'accord ? Mais ensuite, c'est bien sûr les Israéliens. Alors ça, il faut le redire, il faut absolument citer cette
citation de Sharon en 2001. Sharon dit « Vous avez Ben Laden et nous avons, pas le Hamas, nous avons Arafat ». Donc on voit bien qu'il essaye de criminaliser à l'idéologique absolument tous les segments de la résistance palestinienne, et pas seulement les islamistes. Donc on voit bien que la part idéologique dans le narratif israélien qui consiste à dire, vous savez, s'ils nous combattent, c'est pas parce qu'on les occupe, c'est parce qu'ils sont musulmans. Il est adopté par toute une série d'acteurs politiques. Qui combat les acteurs musulmans, appelons-les les frères musulmans, appelons-les les islamistes? C'est mes peurs, c'est Israël, mais c'est aussi tous les dictateurs arabes. C'est aussi tous les dictateurs arabes qui surfent la peur occidentale de la résurgence du monde qu'ils ont dominé et qui parlent musulman pour criminaliser leurs propres opposants. Et ça, il faut vraiment comprendre cette équation. En 2019, vient à Paris le cheikh Issa, secrétaire de la Ligue islamique mondiale. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il dit aux élites politiques françaises? Vous savez, on vient vous aider à combattre quoi? Le terrorisme, le fondamentalisme, l'extrémisme? Non, l'islam politique. L'islam politique. Et Sisi, à qui on va donner la Grande Croix de la Légion d'honneur, vient nous dire exactement la même chose. On s'en prend pas. Il vient pas nous dire « je viens vous aider à combattre Daesh ». Ça serait légitime, parce que si j'en ai le temps, je vais vous dire du mal de Daesh. Oui, ils ont franchi la barrière du sectarisme et on doit les condamner. Non, il vient condamner ceux qui ont un lexique légaliste et qui sont beaucoup plus dangereux parce qu'on sait qu'ils peuvent former des majorités électorales. Donc, effectivement, là, de ce point de vue-là, on a bien une symbiose de problématiques entre la Palestine et l'environnement arabe. Et justement, est-ce que c'est la Palestine qui déteint sur l'idéologie dominante de la région ou est-ce que c'est l'inverse? Ou est-ce que c'est juste un mouvement balancier? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas une autonomie. Il n'y a pas dans l'histoire des mouvements islamistes en Palestine une originalité brutale qui fait que ça, c'est parce que c'est venu de Palestine. Non. L'arrivée du Hamas au pouvoir en 2006 pourrait se comparer avec les crispations des Occidentaux au moment des élections des printemps arabes. Il faut rappeler la partition des Occidentaux vis-à-vis des printemps arabes. D'accord? Oui. Premièrement, on soutient les dictateurs. Ben Ali, on va lui donner des matraques plus pointues pour qu'il tape plus fort. Moubarak, on va l'aider. Bon. Deuxième temps, on s'aperçoit que c'est complètement trompé. Oui. Donc, hop, on change. On fait, et j'étais très ému d'y avoir, sinon participé, au moins assisté. J'étais à côté du ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, à l'Institut du monde arabe en 2011, quand il dit « Nous allons dorénavant, j'ai donné l'ordre à nos diplomates d'adresser, au sens anglais du terme, d'interagir avec toutes les forces politiques, y compris les courants islamiques. » Alors, c'est très amusant, ils avaient discuté pendant 2 heures s'il fallait dire islamique ou islamiste. Bon, mais la France va fugitivement accompagner les révolutions. Elle va même les précéder militairement en Libye. La France va quasiment dépasser l'action des révolutionnaires en Libyen en participant peut-être même à l'assassinat final de Muammar al-Kadhafi. D'accord? Mais en Syrie, l'attitude de la France en Syrie et en Palestine, l'attitude de la France va changer, on va moins le dire, mais elle va changer très spectaculairement quand on s'aperçoit que dans les urnes arabes, zut, comme en Palestine, si on ouvre les urnes sans interférer trop, ce sont des islamistes qui en sortent. Et donc la France va complètement changer son fusil d'épaule, passer dans le camp de Haftar en Libye, passer dans le camp de la contre-révolution animée par les Émiratis. Pourquoi? Parce que les acteurs qui sont sortis des urnes, que nous avions encouragés, eh bien en Palestine, c'est la même chose. Nous avons monitoré, nous avons surveillé les élections palestiniennes de 2006. Nous avons cautionné la régularité du vote et nous avons trahi totalement notre parole. Nous avons fait marche arrière et nous avons cautionné une solution militaire, il faut dire, puisqu'on a mis purement et simplement l'autorité élue, légitimement élue, en prison. C'est ça. Donc, prison, ça, blocus. Donc prison, blocus et aggravation sans limite. On y viendra avec cette explicitation irrésistible de l'agenda israélien à partir du moment où Netanyahou a eu besoin des colons encore plus extrémistes que lui. Ça, il faudra dire ce que c'est que l'extrémisme, parce qu'il y a souvent dans nos esprits à tous une confusion qui n'est pas
Il y a le sionisme de gauche. Il est sympathique. On met de l'huile dans les rouages. On ne dit pas de gros mots. Mais structurellement, il est le même que le sionisme de droite et d'extrême droite. Structurellement, il ne s'est jamais opposé à la colonisation. Ouais. S'il s'était clairement démarqué de la colonisation, non, simplement, Il n'est pas aussi offensif. il l'enrobe. Ouais, c'est ça, Il n'est pas aussi offensif verbalement. hein. C'est pour ça que, d'un certain point de vue, l'arrivée des colons au pouvoir en Israël a joué contre Israël, c'est-à-dire a fait tomber ce rideau de soi-disant laïcité. On nous disait tout le temps la démocratie, la laïcité. Non, excusez-nous, il n'y a pas de laïcité en Israël. Il n'y a aucune laïcité. Et j'entendais encore quelqu'un, les Palestiniens ne s'en sortiront jamais tant qu'ils auront des leaders religieux. Mais ça m'a fait sauter au plafond. J'ai dit, Venant d'un pays religieux. les Israéliens, c'est quoi leur leader, etc. Donc on l'accepte pas quand c'est dans un sens et quand c'est plus particulièrement l'islam dit politique qui prend le pouvoir, l'islamisme tel que vu. Il faut rappeler l'histoire du désaveu de la France, par exemple, de l'électorat français, vis-à-vis des Palestiniens. Dans le temps, l'extrême droite et la droite, on va faire simple. Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais soutenu Israël. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait dans son idéologie un coefficient d'un véritable antisémitisme. D'accord ? Sa fille, elle soutient Israël. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Souvenez-vous que Israël n'a été reconnu par l'Espagne qu'en 1986. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Franco. Il n'était pas ami avec Israël. D'accord ? Marine Le Pen soutient Israël. Pourquoi ? Parce que le mauvais citoyen français qui, avant la Seconde Guerre mondiale, était un juif, est devenu, après la Seconde Guerre mondiale, je vais vous décevoir, je vais peut-être vous faire de la peine, non pas un musulman, un décolonisé. Un décolonisé. Parce que le blocage de la société française est plus large que contre l'affirmation des musulmans dans la société. Si vous êtes noir de peau, que vous venez de Papouasie ou d'Afrique noire, vous allez très vraisemblablement subir une discrimination et une stigmatisation qui est très comparable à celle que subissent les musulmans. Donc, la droite, qui avait un ennemi juif, va avoir un ennemi décolonisé. Et bien sûr, le marqueur symbolique du décolonisé, c'est l'islam. Mais et la résistance à la colonisation, plus particulièrement. Et la résistance à la colonisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé à gauche ? À gauche, c'est 2006 qui voit la fracture entre la gauche. On ne peut pas soutenir des gens qui parlent musulman. C'est l'islamisation de l'image de la résistance qui va être suremployée dans le lexique d'Israël. C'est là où elle est, en fait, 2006, c'est là où cette islamisation de l'axe de la résistance émerge à l'échelle, disons, internationale. Oui, bien sûr, avec la victoire électorale du Hamas aux élections législatives de 2006. Et ça, c'est un séisme dans le statut international de résistance palestinienne, parce que maintenant, on va dire « Ah ben non, nous qui sommes des laïcs, pouvons-nous soutenir des islamistes ?» Mais on ne se pose pas la question de savoir si nous autres qui sommes laïcs pouvons soutenir un État qui parle du peuple des ténèbres et du peuple des lumières, un État qui dit la terre nous a été donnée par Dieu, un État qui prend la Bible comme cadastre en guise du droit international. Donc on voit bien que c'est un faux prétexte. Oui. La vraie matrice qui unit la société française contre les Palestiniens, ou non, en soutien d'Israël, ce n'est pas qu'Israël est un État juif, certainement pas. C'est qu'Israël est un État anti-musulman. Anti-musulman. Donc là, on trouve une convergence d'idées claires. Mais de ce que vous dites depuis le départ, de toute façon, on voit, en tout cas, je perçois à titre personnel, un lien clair entre la politique française à l'égard de l'islam politique, des frères musulmans, ou en tout cas toute cette terminologie qui naît depuis quelques mois, quelques années aujourd'hui, et ce qui se passe en Palestine et l'esprit qu'on a de... C'est exactement le même univers, et il est cultivé. Vous voyez, Netanyahou a développé une rhétorique extraordinairement pernicieuse qui veut que l'on identifie les jeunes des banlieues avec les Palestiniens. Nous faisons ce que vous n'osez pas faire. Pour une partie du peuple de France à laquelle, malheureusement, j'appartiens au peuple de France, mais pas à cette partie, les Israéliens font ce que nous autres Français n'avons pas osé faire, comme du temps de Sétif.
Nous, oh, si on avait eu la même autorité qu'utilisent les Israéliens actuellement à Gaza, eh bien, on serait resté en Algérie. Vous avez cette matrice-là. Et nous n'aurions pas des problèmes avec les tensions dans les banlieues, etc., etc. Et ça, c'est cultivé, bien sûr, par le lexique de l'extrême droite. Israël, je me bats pour vous, etc. Et donc, oui, il faut le comprendre pour pouvoir mieux le démonter, pour pouvoir mieux lutter contre ce discours extraordinairement pernicieux, mais qui a eu une certaine efficacité. Oui, On est c'est bien clair. obligé de le constater. On va repartir au Proche-Orient et revenir à 2007 au moment du blocus par Israël avec, il faut le dire, l'appui de l'Égypte. Est-ce que cette situation a paradoxalement permis aux factions palestiniennes à Gaza de chercher et de trouver des appuis régionaux? Quand je dis appuis régionaux, pardon, je pense à l'Iran, à la Syrie, au Liban et dans une moindre mesure à la Jordanie. Bah, si vous voulez, vu qu'on regarde l'histoire une fois qu'elle est conclue, il est facile de répondre oui, bien sûr. Alors, Bien sûr, oui, mais comment? Alors, oui, mais bon, alors je n'ai pas tout le matériau qui permet de communiquer. Bon, mais il y a eu la période des tunnels, d'accord? Il faut bien savoir que à la frontière de l'Égypte, pendant très longtemps, malgré l'hostilité extrême, du gouvernement égyptien, parce qu'il faut rappeler que 2006, c'est aussi l'émergence à Gaza, une catégorie d'acteurs politiques que toute une série d'États arabes de la région combattent comme la peste parce que ce sont le symbole de leur propre opposition. Donc, c'est un prix très élevé. Bien, malgré cela, il est un mystère pour personne que le passage, comment il s'appelle, Allenby en al bas? Non, le Allenby, c'est en corridor. Jordanie. Non, 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 Ah, le corridor Philadelphie. Corridor de Philadelphie, c'était un tunnel, c'était une passoire, et qu'il y a eu des circulations de matériaux, d'hommes, de personnes, qui ont permis. Et puis il y a le temps qui passe. Vous avez peut-être vu le film qui s'appelle No Other Land, qui vient de paraître et qui était un film que les Français ont bien aimé parce qu'il a été tourné en partie par des Israéliens, israélo-palestiniens, qui montre la façon dont des villages bédouins ont été confisqués, manu militari, par l'armée qui a chassé encore, encore, encore. Et moi, je faisais un seul reproche à ce film, c'est que toute la société palestinienne est, est enfermée dans l'apparence d'une famille de bédouins très, très, très pauvres, très, très, très frustres. Or, si vous allez à Gaza, et bien sûr, si vous connaissez la diaspora palestinienne, vous savez que les Palestiniens, ils ont eu la souffrance qu'ils ont eue, elle leur a apporté beaucoup de choses en échange. C'est une société qui s'est ouverte sur le monde. Ils ont un cousin dans tous les pays de la Terre. Et c'est une société assez sophistiquée. Donc, bien sûr, la capacité de la société palestinienne à passer la vitesse supérieure dans la résistance, elle est le corollaire naturel du développement, même empêché, même bridé mmh. par la répression, par l'embargo, hein. Mais l'embargo n'était pas total. Il y a eu des circulations qui ont fait que la société palestinienne s'est renforcée technologiquement, s'est mis à être capable de mobiliser des logiciels informatiques sophistiqués et à lutter. Donc, je pense qu'il n'y a pas un réservoir, il ne s'est pas passé un miracle. Mmh. Il s'est passé que des choses très, très naturelles. La société palestinienne, qui a des antennes sur la terre entière, de temps en temps, puisque sans doute êtes-vous de culture tunisienne, je dis, vous autres gens de l'opposition tunisienne, vous avez connu quelque chose que vous avez payé très cher. C'est la répression de Ben Ali à partir de 87, mais il y a eu un versant positif. On va plus, où que ce soit dans le monde, sans trouver un exilé politique tunisien. Et cette violence extrême vous a, par la force des choses, ouvert sur le monde entier, mis en communication, et elle a fait que vos élites sont beaucoup plus, alors là je vais dire une grosse méchanceté, que certaines élites saoudiennes qui sont jamais sorties de chez eux. Vous Et voyez? c'est le cas de tous les mouvements de réfugiés, les Syriens aussi Dès que aujourd'hui. vous avez une diaspora de réfugiés, vous avez un prix, vous avez la douleur, vous avez la souffrance, mais vous avez la récompense, hein. Et la société palestinienne, eh ben, elle est évidemment montée en grade dans sa capacité de communication. Alors évidemment, ça s'est fait avec l'Iran. Et évidemment, hein, et on est obligé de nuancer, j'ai dit tout à l'heure, la Syrie n'était pas le plus grand résistant ou le plus courageux des résistants à Israël, mais la Syrie a été
un acteur décisif de la montée en puissance du Hezbollah. Il y a eu Ça, il y a voilà. eu aussi un soutien politique de la Syrie qui a accueilli à Damas les élites du Hamas, du Oui, djihad. mais quand est-ce qu'ils sont partis? Après, Quand? j'ai pas la date. Début du printemps. Début du printemps. Hamas quitte Damas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être pris dans la dynamique de défense du Hamas. D'accord? Mais effectivement, je veux dire, c'est pas vraiment un secret, mais euh, le leader du djihad islamique qui a succédé à Fathi Shaqaqi, Alzheimer m'a pris son nom, mais il va revenir, résidait à Damas, Shulh, résidait à Damas. Je lui ai rendu visite parce que j'ai de mauvaises fréquentations et nous nous sommes rendus ensemble sur la tombe de Fathi Shaqaqi qui était à Damas. Oui, bien sûr, l'affichage de la D'accord. Syrie a été pro-palestinien, mais après, la Syrie a tué des milliers de Palestiniens au Liban, mais la Syrie a fait ce qu'elle a fait à Yarmouk. Bon, mais il est exact que la Syrie a tout de même joué un rôle significatif dans l'ouverture de la résistance Mmh. palestinienne sur l'extérieur par le biais de l'Iran et par le biais du Hezbollah. Oui. Le soutien de l'Iran, justement, il a été que financier? Non, il a vraisemblablement été technologique. D'accord. Je ne suis pas dans la D'acc confidence, mais la question s'est posée pour le Yémen, par exemple, qui est un pays que j'ai beaucoup pratiqué. Je disais, il est invraisemblable que les Houthis aient acquis une pareille technologie en matière de drones et même de missiles à moyenne portée sans qu'il y ait une aide technologique de l'Iran. Donc, assez vraisemblablement, l'Iran a aidé le Hezbollah à améliorer ses capacités balistiques et, de ce fait, également les Palestiniens. C'est pas un secret, mais je ne peux pas le documenter. Mais ça paraît très, très vraisemblable. Donc la Syrie, oui, a tout de même joué un rôle dans l'ouverture de la résistance palestinienne sur ses ressources, dans l'accès de la résistance palestinienne à ses ressources régionales extérieures. d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure, des printemps arabes et de ce regain, de l'islam politique et on a assisté à un changement de données politiques, à une recomposition régionale. Quelles conséquences, on va revenir sur le Hamas, quelles conséquences ça a eu entre le Hamas et le couple syro-iranien? On en parlait un peu tout à l'heure. Ouais, alors c'est extrêmement compliqué, hein, parce que bon, moi, les gens du Hezbollah et les Iraniens, j'étais capable d'une certaine empathie à leur égard. Il faut vous souvenir que le Hezbollah, en 2006, quand non pas il remporte, mais quand il tient tête aux Israéliens dans le sud du Liban, Mmh. il est l'idole de tout le monde C'est vrai, sunnite. c'est vrai. Il y a pas une fracture. Il n'y a pas une fracture. Et j'aime bien raconter des petites histoires internes pour lutter contre la popularité croissante du Hezbollah. Certains leaders arabes ont utilisé l'exécution de Saddam Hussein. Au Yémen, la propagande du régime, conjoncturellement, pour que les gens arrêtent de dire vive le Hezbollah qui fait ce qu'aucun de nos dirigeants sunnites n'était capable de faire, la propagande du régime a consisté à dire les amis, je vous rappelle que ceux qui ont tué, alors ils l'ont appelé Assad el-Sunna. Bon, c'est la première fois que j'entendais Saddam Hussein être qualifié du lion du sunnisme. C'était quand même pas sa définition. Eh bien là, il était devenu notre maître à tous. Je vous rappelle, les amis, que c'est des chiites qui l'ont assassiné, qui l'ont exécuté. Des chiites, suivez mon regard, comme le Hezbollah. Hein. Bon, ben, le Hezbollah, il avait donc acquis une prestance transconfessionnelle et la sympathie d'un certain nombre de mouvements de gauche. Simplement, ils ont eu une prestation. Ils ont eu une prestation dans le printemps syrien qui a été extraordinairement décevante, c'est-à-dire qu'ils ont oublié complètement tous leurs principes d'émancipation contre les pouvoirs autoritaires dont ils étaient l'avant-garde avec leur propre révolution islamique, et ils se sont repliés sur leur appartenance sectaire. Ils ont dit on a peur que ce soit des sunnites qui prennent le pouvoir en Syrie et qu'on soit coupé du Hezbollah, etc. Et ils ont trahi complètement leur. Alors donc ça a été une première conséquence des printemps arabes, c'était cette fracture-là. Ça a complètement recomposé de ce point de vue-là. L'Iran se met au service de Bachar el-Assad. Mmh. Donc là, il y a une fracture C'est ça, en terrible, 2011, c'est là où il y a une fracture, totale. terrible, terrible.
Et alors, il y a un autre enseignement. Les printemps arabes montrent que les forces politiques qui sont hégémoniques dans les urnes de toute cette région du monde, ce sont les islamistes. Ouais. Ça, c'est très, très important. Morsi Donc, en Égypte, ça a été un. Morsi en Égypte, etc., etc. Et alors après, ça va montrer, je dirais, la vigueur des mécanismes de la contre-révolution arabe. Voilà, ça va lui permettre d'émerger et de faire ce qu'ils ont fait en Égypte, ce qu'ils ont. La Tunisie, c'est un petit peu plus complexe. La Tunisie n'a pas de frontière directe Voilà, avec la Palestine. mais disons, le mécanisme de la contre-révolution arabe devient hégémonique à l'échelon régional, avec des bizarreries. Les Houthis, Au Yémen. les Houthis au Yémen vont garder un coefficient d'hostilité à l'égard d'Israël qui est total, mais je ne peux pas, moi, faire preuve d'une empathie totale avec les Houthis parce qu'ils ont aussi un langage sectaire. Et j'ai aussi un problème avec leur lexique qui est celui de dénier toute légitimité aux acteurs sunnites. Pour le coup, ils sont un petit peu taïfis au sens très restreint du terme, comme l'ont été malheureusement les Iraniens et le Hezbollah au moment des printemps arabes. On va essayer d'évoquer l'opinion publique arabe. L'opinion publique arabe considère que la cause palestinienne est une cause arabe. Et j'ai un chiffre ici, il y a un consensus de 92% qui partagent cette conviction. 92% des gens du monde arabe considèrent que la cause palestinienne est une cause arabe. Et ça, c'est un sondage qui date du 7 octobre. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage entre l'opinion publique, on l'a un peu évoqué en fond, mais entre l'opinion publique arabe et les positions tenues par Les par régimes. les régimes. Égypte en tête. Parce que on l'a un peu évoqué. Il y a une l'Égypte- réponse très simple, mais avant, pour ceux qui ne croient pas au sondage, je pense qu'il suffisait de regarder l'atmosphère des stades de la Coupe du Monde de football à Doha, Au Qatar, ouais. au Qatar. On a très, très, très bien vu, ou certains stades où c'est encore possible au Maroc, mais on voit très, très bien que chaque fois qu'une population arabe a son libre arbitre et peut exprimer son point de vue, elle ne soutient pas les accords d'Abraham. Hein, elle ne soutient pas. Et moi, j'emploie un autre exemple. Je vivais au Caire au moment où il y avait une ambassade israélienne. L'ambassade israélienne, elle était au 15e étage d'un immeuble où vous ne pouviez même pas passer devant. Elle était planquée au sommet d'un immeuble. Pourquoi? Parce qu'on savait très bien que le sentiment populaire ne correspondait pas avec les anticipations de Nokhba el-Hakima. D'accord? Donc, oui, bien sûr, le cancer du monde arabe dans la phase post-coloniale, c'est ces mécanismes autoritaristes qui vont progressivement confisquer, anéantir le fonctionnement des mécanismes de la représentation politique. C'est-à-dire que le sentiment populaire n'est plus respecté par les institutions de l'État. Et ça, bien sûr, ça jalonne ce long processus qui, depuis Camp David, depuis l'attentat, depuis les accords de paix avec l'Égypte, la Jordanie, Wadi Barada, ou je ne sais pas, et après, alors fugitivement, il y a eu un petit accord avec le Liban qui n'a pas fonctionné, mais après, bien sûr, les accords d'Abraham, un certain nombre d'États arabes vont baisser les bras plus ou moins totalement sur ce terrain-là. On sait très bien que ça a un coût, mais ils semblent s'en ficher. Quand vous regardez, je ne veux pas personnaliser, mais les provocations que font les dirigeants marocains sur la question palestinienne, c'est assez étonnant. Vous avez des touristes, moi j'ai vu ça récemment, enfin vous avez des bus entiers de touristes orthodoxes qui se promènent. Il y en a 5 d'entre eux qui se sont tués en voiture l'autre jour. C'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait des juifs orthodoxes qui se promènent dans tous les coins du Maroc. Et le souverain marocain avait éprouvé le besoin de dire « Attendez, si j'ai pas acheté de chars à Israël, c'est uniquement parce qu'ils en manquaient, mais pas parce que j'ai changé d'avis à cause du 7 octobre. » Donc il y a un espèce de cynisme. Mais ce cynisme a connu des limites. Et l'Arabie saoudite a été, je dirais, le premier des grands acteurs régionaux à mettre un bémol, parce qu'il savait qu'il courait au suicide, et à dire le processus de normalisation bute désormais sur la reconnaissance d'un État palestinien. Mais pourquoi il y a une telle distorsion? Eh bien, parce qu'il y a aucune institution de représentation politique qui sont fonctionnelles dans cette région du monde jusqu'à maintenant. Il y a le pire et le meilleur. Le Koweït n'est pas le pire, hein, mais l'Égypte est le pire. L'Égypte peut mettre
60 000 personnes en prison, tué complètement le mouvement qui a été porté par une dynamique populaire électorale. Donc là, malheureusement, la réponse est relativement simple. La raison de cette distorsion, elle tient dans la qualification d'une écrasante majorité des régimes arabes jusqu'à présent sont des régimes autoritaires. Hier comme aujourd'hui, la cause palestinienne, elle emprunte 3 registres, le registre anticolonial, nationaliste et islamique. Est-ce qu'aujourd'hui certains de ces acteurs des acteurs palestiniens ont entériné, cette synthèse? Oh oui, je vais vous décevoir, mais pour moi, c'est pas une question. Oui, oui, bien sûr. Si vous voulez, hem, qu'est-ce qu'il faudrait pour atténuer, mon oui? Il Mmh. faudrait dire: «Attention, il existe encore une petite frange d'élite palestinienne pour qui le mot islamique n'est pas acceptable». Bon, mais je serais très prudent. Je dirais qu'on a vu, et bien vu que même des élites chrétiennes disaient, «Oui, nous ne sommes pas musulmans, oui, nous ne sommes pas Hamas, mais nous nous identifions, au mode de fonctionnement» et si vous voulez la synthèse entre le lexique islamique et le lexique des gauches, Mmh. c'est pour moi le chantier du siècle. Moi, je dis: «C'est à ça que je voudrais me consacrer» parce que ça divise vous, les Arabes et les musulmans, mais ça divise aussi nous, les Français. C'est-à-dire que je prends souvent l'exemple, je vais faire une conférence à Strasbourg, la personne qui m'a invité vient une association un peu musulmane. Elle n'a pas de voile, hein, mais elle vient d'une association un peu musulmane. Mmh. Eh bien, les associations de gauche n'ont pas voulu s'associer Ouais. hein, ils sont tous pro-palestiniens, mais ils ne veulent pas se parler entre eux. Et vous avez bien sûr, à l'intérieur du monde arabe, une fracture terrible, une fraction des élites, et ça c'est très net en Tunisie encore, où il y a une espèce de coefficient de haine. Ouais. Donc moi je dis, l'islamo-gauchisme, oui, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut réconcilier. Alors en Palestine, il existe encore une frange des acteurs qui ne sont pas en symbiose, mais ils ne viennent pas du Fatah. Ouais. La division n'est pas idéologique entre le Fatah, elle est clientéliste, elle est politique, elle n'est pas culturelle et religieuse. C'est ce qui fait que le 7 octobre, c'est pas l'attaque du Hamas, mais c'est De la l'attaque totalité des de la composantes résistance. du spectre de la résistance palestinienne. C'est très très important de le redire. Heu, pour rebondir sur le 7 octobre, on est aujourd'hui à un peu plus d'un an, des événements du 7 octobre. Quels enseignements on peut en tirer sur le triple plan, national, régional et international, pour la cause palestinienne? C'est un exercice difficile parce que la structure de ma réponse, ça serait de dire il y a eu un coût humain, il est terrible, mais, et j'ai envie de dire, c'est dur de dire mais, parce que rien ne peut compenser les souffrances et la mort de dizaines de milliers d'individus, de milliers et de milliers d'enfants. Hein. Moi, je ne mets pas les femmes plus haut que les hommes, mais les enfants, oui, de dizaines de milliers d'amputés. Hein. Donc de dire oui, c'est cher payé, mais ça a un côté Oui. obscène. Il n'empêche que on peut se dire le prix à payer a été terrible et il n'est pas achevé et on n'en a pas pris toute la mesure parce qu'il n'y a pas que les morts, il n'y a pas que les blessés, il n'y a pas que les amputés, il y a toute la déformation, toute la trajectoire individuelle des individus qui a été pulvérisée, bouleversée dans le long terme. Mais bon, est-ce que ça a servi à quelque chose? Je crois qu'on peut oser sans aucun cynisme dire oui. À quoi ça a servi? Ça a servi à déjà mettre un terme à la dynamique de normalisation de l'environnement arabe avec Israël. Mais il y a plus important que ça. Je pense que ça a affaibli, contrairement au rapport de force militaire qui voudrait qu'Israël soit en train de triompher, Mmh. si vous rajoutez la défaite de l'Iran en Syrie, contrairement à cette apparence immédiate, la situation d'Israël dans le monde est considérablement affaiblie. Dans le Global South, sans aucune discussion Totalement. possible, et cela se démontre par les décisions de l'Assemblée générale des Nations unies, mais bien sûr des institutions judiciaires internationales, mais également, je dirais, le statut d'Israël est ébranlé, affaibli dans ce qui est le socle de sa survie politique, le soutien militaire américain. Hein. Il y a des failles dans la croyance des Juifs américains. Il y a
aux États-Unis des héros juifs américains qui se mobilisent de plus en plus clairement, de plus en plus efficacement. Et donc, je dirais que chaque mort israélien, chaque mort palestinien, chaque enfant amputé va, selon toute vraisemblance, coûter très cher à Israël. Et on me dit, qu'est-ce qui va dans l'avenir? Je dis, je ne fais pas d'oracle. Mais si j'avais à choisir aujourd'hui entre investir un peu de mes économies en Israël ou dans le monde de ses voisins, je ne pense pas que j'investirais en Israël. Je veux dire quoi? Je veux dire que j'ai l'intime conviction que pour l'instant, Israël n'est pas dans une dynamique qui va faciliter, qui va stabiliser son intégration dans cette région du monde. Hein. Et donc, c'est horrible à dire, le bilan du 7 octobre est horrible, mais il n'est pas uniquement négatif eu égard au volume des souffrances qu'il a généré.